Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Je m'appelle Tessa Caldwell. J'ai 32 ans et, la veille de Noël, j'ai fait le genre de trajet que les gens vous disent de ne pas faire à moins que quelqu'un ne soit mourant. 6 heures de route depuis Minneapolis jusqu'au nord du Michigan, à travers une tempête de neige aveuglante, du verglas et un vent si fort qu'il faisait trembler mon volant. Je n'arrêtais pas de me dire que ça en vaudrait la peine. J'avais des cadeaux sur la banquette arrière, une tarte aux noix de pécan sur le plancher, et un petit espoir stupide dans la poitrine que peut-être cette année, quand je franchirais la porte, ils auraient enfin l'air heureux de me voir. Au moment où je me suis garé dans l'allée, mes mains étaient engourdies d'avoir serré le volant. Les fenêtres de la maison brillaient d'une lueur chaleureuse. Les voitures remplissaient l'allée. Tout le monde était à l'intérieur. Tout le monde, sauf moi. J'ai marché sur le porche avec de la neige dans les cheveux et j'ai frappé. La porte ne s'est ouverte que de quelques centimètres. Mon frère m'a regardé, a regardé ma voiture derrière moi, puis a souri comme si je venais de faire irruption dans une blague que tout le monde connaissait déjà. Il a dit, « Tu n'as vraiment pas compris l'allusion, n'est-ce pas ? C'est seulement en famille cette année. » L'espace d'une seconde, j'ai honnêtement cru avoir mal entendu. Seulement en famille. Pendant que je me tenais là, les bras chargés de cadeaux de Noël, personne n'est apparu derrière lui. Personne n'a appelé mon nom. Personne n'a dit, laisse-la entrer. La porte s'est refermée doucement, et d'une certaine manière, c'était pire qu'un claquement de porte. Je suis retourné à ma voiture sans dire un mot. 20 minutes plus tard, alors que j'étais encore assise sur le parking d'une station-service avec le chauffage qui fonctionnait à peine, mon téléphone s'est allumé avec un texto de mon père qui ne m'était clairement pas destiné. Il disait, « Incroyable. Elle a vraiment cru qu'elle était la bienvenue. » J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que quelque chose en moi devienne complètement silencieux. Puis, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à annuler tous les paiements automatiques qui leur étaient liés. Avant de vous dire ce qui s'est passé au matin, dites-moi quel temps il fait chez vous en ce moment. Est-ce qu'il fait froid, lourd et silencieux comme cette nuit-là l'a été pour moi? Ou est-ce le genre de temps qui fait que les gens se sentent en sécurité? Restez avec moi, car une simple pression sur mon téléphone a transformé leur parfait dîner de Noël en ce qui allait devenir leur pire cauchemar. Le trajet de retour vers Minneapolis m'a paru plus long que 6 heures. Même si la tempête avait commencé à se calmer, ma main restait sur le volant, mais mon esprit était toujours sur ce Porsche, sur cette porte qui se refermait doucement au nez, et sur ce texto de mon père qui disait, « Elle a vraiment cru qu'elle était la bienvenue. » Je n'ai pas crié. Je n'ai appelé personne. Je ne me suis pas retourné pour exiger des explications. J'ai juste conduit, car pour la première fois, j'ai compris qu'expliquer sa douleur aux personnes qui l'ont causée délibérément ne fait que leur donner une autre occasion de vous insulter. Quand j'ai atteint mon appartement, le ciel devenait gris. Je me suis assise dans ma voiture, moteur éteint, et j'ai ouvert mon application bancaire. La vérité semblait différente quand elle était écrite en chiffres. 200 $ chaque mois pour le compte de propane de mes parents. 380 $ pour le pick-up de mon frère, car il disait en avoir besoin pour le travail. Les paiements minimums sur une ligne de crédit que sa femme avait promis de rembourser en 6 mois. C'était il y a près de 2 ans. Les paiements d'assurance pour les chalets familiaux, le service de déneigement pour la propriété, les tickets modérateurs médicaux, les rattrapages de factures d'énergie, l'argent pour les anniversaires d'enfants qui ne se souvenaient de m'appeler tante Tessa que lorsqu'un cadeau arrivait. J'avais passé des années à me dire que j'aidais. Mais les vraies familles ne prennent pas votre argent pour ensuite rire quand vous vous pointez dans le froid. Alors, j'ai tout annulé. J'ai retiré ma carte du compte de propane. J'ai arrêté les virements vers la ligne de crédit. J'ai suspendu le paiement de l'assurance des chalets et demandé à l'entreprise de contacter directement les propriétaires. J'ai annulé le renouvellement du déneigement qui m'était facturé depuis 3 hivers. Je me suis même retiré du compte partagé du club entrepôt que la femme de mon frère utilisait comme un fonds personnel pour ses courses. À chaque fois que l'application demandait « Êtes-vous sûr ?», j'appuyais sur oui. J'ai dormi peut-être 2 heures. À mon réveil, mon téléphone avait l'air d'avoir pris feu. 43 appels en absence. Mon frère a appelé en premier, puis sa femme, puis ma mère, puis mon père, puis des numéros que je ne connaissais pas. Il y avait aussi des textos. Où es-tu? Appelle-moi tout de suite. Ce n'est pas drôle. Tu ne peux pas juste faire ça. Personne n'a dit qu'il était désolé de m'avoir laissé dehors. Personne n'a dit qu'il était désolé pour le texto.
Ensuite, j'ai écouté le premier message vocal. C'était la femme de mon frère et sa voix tremblait. Tessa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous avons des paiements qui passent demain. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de ruiner. J'ai écouté 2 fois, car ces mots me disaient tout. Elle n'a pas dit que je ruinais Noël. Elle n'a pas dit que je ruinais la famille. Elle a dit, paiement. C'était ce que j'avais été pour eux. Pas une fille, pas une sœur, un moyen de paiement. J'ai préparé du café et je me suis assise à la table de ma cuisine pendant que mon téléphone continuait de vibrer. L'ancienne moi aurait rappelé, se serait excusée et aurait tout rétabli avant que quiconque n'ait à subir la moindre conséquence. Mais cette femme n'était pas revenue du Michigan avec moi. Elle était toujours debout sur ce porche, tenant une tarte dans la neige, attendant que quelqu'un se souvienne qu'elle avait sa place là-bas. Vers midi, mon père a laissé un message vocal. Il semblait irrité, pas honteux. Tessa, c'est enfantin. Les familles ont des malentendus. Tu dois nous appeler avant que ça ne dégénère. J'ai failli rire. Un malentendu, c'est oublier de mettre une assiette supplémentaire. Dire à sa fille qu'elle n'est pas de la famille, puis admettre que vous saviez tous qu'elle n'était pas la bienvenue, n'est pas un malentendu. C'est des aveux. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à télécharger des relevés. Chaque virement, chaque facture, chaque confirmation de compte. Je les ai mis dans un dossier nommé « Noël ». Au début, je pensais me protéger uniquement sur le plan émotionnel. Je ne savais pas que j'allais avoir besoin de ces documents pour quelque chose de bien plus grand. Plus tard dans l'après-midi, un email est arrivé d'une banque du Michigan. C'était une notification de routine concernant une demande de refinancement liée à Caldwell Pin Farm and Winter Cabin. Tout en bas, sous la mention « Garant financier », figurait mon nom légal complet. Je n'avais rien signé. Je n'avais rien accepté. Et s'ils étaient prêts à me jeter dehors la veille de Noël tout en utilisant mon nom pour emprunter de l'argent, alors ce n'était plus un drame familial. C'était de la fraude. J'ai passé le jour de Noël seul, mais ce n'était pas la version triste des films sur la solitude. Pas de pleurs sur le sol, pas de musique dramatique, pas de bouteille de vin. C'était plus calme que ça. Je me suis tenu dans ma cuisine, j'ai fait des toasts, et j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de ce que j'aimais faire quand personne n'avait besoin de moi. Cela m'a fait plus peur que le silence. Pendant des années, mon emploi du temps avait été rempli par les urgences des autres. Je faisais de longues journées de travail à la coopérative de crédit, et quand je rentrais chez moi, il y avait toujours quelque chose de ma famille qui m'attendait. Une facture, une plainte, une tentative de culpabilisation enveloppée dans un langage désinvolte. Nous allons bien. Ne t'inquiète pas, mais la compagnie de propane n'arrête pas d'appeler. Ou, je suppose que nous trouverons un moyen de payer le camion d'une façon ou d'une autre. Techniquement, ils n'exigeaient jamais rien, car exiger les ferait passer pour des gens avides. Ils plaçaient simplement le problème devant moi et attendaient que je m'en charge. Et c'est ce que je faisais toujours. Ce Noël-là, j'ai fait quelque chose de radical. J'ai laissé le problème par terre. J'ai bloqué les notifications de la discussion de groupe familial. J'ai préparé le petit déjeuner. J'ai nettoyé mon appartement. J'ai pris une longue douche, puis je me suis assise à mon bureau en regardant la vie que j'avais construite. Elle était propre, réussie et vide. Un beau canapé, aucun souvenir, une bonne cuisine, aucun plat préféré, des livres que j'avais l'intention de lire, des chaussures pour des loisirs que je n'avais jamais commencé. J'avais passé tellement d'années à être utile que j'en avais oublié d'être heureuse. La première chose que je me suis acheté fut un petit plant de romarin à l'épicerie du rez-de-chaussée. Il avait l'odeur de quelque chose de vivant. Je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre de la cuisine et je l'ai appelé June, principalement parce que l'hiver m'avait déjà pris assez de choses. Ensuite, je me suis inscrite à un cours de cuisine. Je suis retourné à la salle de sport. La première séance fut terrible, mais en rentrant chez moi dans le froid, je me suis à nouveau sentie présente dans mon propre corps, au lieu d'être prisonnière des attentes de tous les autres. Le travail a repris après les fêtes, et je m'y suis plongé d'une manière différente. J'étais analyste des risques de fraude, ce qui signifiait que mon travail consistait à remarquer des schémas que les autres ignoraient, transferts répétés, signatures suspectes, changements soudains dans le comportement financier. Les gens pensent que la fraude prend des allures spectaculaires, mais la plupart du temps, elle semble très ordinaire. Un nom familier sur un formulaire, une signature précipitée,
un proche qui dit « Ne t'inquiète pas, on s'en est déjà occupé ». C'est peut-être pour cela que l'email de la Banque du Michigan me dérangeait tant. La demande de refinancement liée à Caldwell Pine Farm n'aurait jamais dû inclure mon nom. La propriété appartenait à mes parents. Mon grand-père l'avait lancée il y a des décennies comme une ferme de sapins de Noël, puis y avait ajouté quelques chalets d'hiver pour les familles qui voulaient passer des vacances tranquilles près du lac. Ce n'était pas glamour, mais ça comptait. J'avais aidé à payer l'assurance parce qu'une fois, ma mère m'avait avoué en pleurant qu'elle avait peur qu'il la perde après une mauvaise saison. Je pensais préserver quelque chose pour nous tous. Maintenant, mon nom était utilisé comme garant pour de l'argent que je n'avais jamais approuvé. J'ai appelé la banque calmement et j'ai demandé tout document portant mon consentement. La représentante a hésité quand j'ai donné mon nom. Cette hésitation m'en disait assez. Elle a dit que la demande avait été initiée et que oui, mon nom figurait comme soutien financier. J'ai demandé s'il y avait une autorisation signée. Elle a fait une nouvelle pause et a dit qu'elle était « en cours d'examen ». En cours d'examen est une belle expression quand on sait comment l'interpréter. Cela signifie que quelque chose n'est pas encore net. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai créé un nouveau dossier sur mon ordinateur portable. Je l'ai nommé « Preuve ». Au cours des semaines suivantes, j'ai sauvegardé des messages vocaux, téléchargé d'anciens historiques de paiement et retrouvé tous les emails dans lesquels mon frère ou sa femme mentionnaient la ferme, les chalets, le camion, la ligne de crédit. Ou le besoin d'un petit coup de main jusqu'à ce que la situation se stabilise. Je ne savais pas encore exactement ce que je préparais, mais je savais que je préparais quelque chose. Puis, vers la fin janvier, ma mère m'a appelé. J'ai failli laisser l'appel aller sur la messagerie, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Sa voix était basse et nerveuse. « Tessa, je ne savais pas que tu étais venue à la maison la veille de Noël. » Puis elle a chuchoté, « Il se passe des choses avec la ferme, et je ne crois pas comprendre ce que j'ai signé. » Pendant quelques secondes, je n'ai rien dit. J'ai juste écouté ma mère respirer à l'autre bout de la ligne, comme si elle avait gardé la peur en elle depuis trop longtemps. Puis, je lui ai demandé de commencer par le début. Elle m'a dit que la veille de Noël, elle était à l'étage en train de se préparer quand j'ai frappé. Mon frère lui a dit que c'était quelqu'un qui déposait un colis. Sa femme a dit de ne pas s'en inquiéter. Mon père, lui, savait. Il savait qu'il y avait une chance que ce soit moi, mais il n'est pas venu à la porte. Il n'a pas appelé mon nom. Il a choisi la chaleur du salon, l'assiette bien remplie et le silence confortable. Ça a fait plus mal que je ne m'y attendais. Je pouvais comprendre de ne pas être aimé par quelqu'un d'égoïste. Je pouvais même comprendre d'être utilisé par quelqu'un d'avide. Mais mon père avait toujours agi comme s'il était le juste, le raisonnable, l'homme qui disait que la famille ne devait pas se disputer pendant les fêtes. Maintenant, je comprenais que certaines personnes ne créent pas la paix. Elles ne font que protéger le tyran des conséquences de ses actes. Ma mère a pleuré quand je lui ai parlé du texto qu'il avait envoyé par erreur. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Je la croyais, mais y croire ne guérissait pas la blessure. Ensuite, elle m'a parlé des papiers. Mon frère et sa femme venaient presque tous les week-ends. Au début, ils apportaient des courses et parlaient d'aider à la ferme. Ensuite, ils ont commencé à dire qu'elle et mon père étaient trop vieux pour gérer Caldwell Pine Farm and Winter Cabin. Ils disaient que les locations de chalets avaient besoin d'être modernisées. Ils ont dit que les impôts seraient plus simples si tout passait sous une LLC, société à responsabilité limitée. Ma mère ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait. La femme de mon frère lui a dit que ça protégerait la famille. Protéger la famille. J'ai presque admiré la propreté du mensonge. Ma mère a avoué qu'elle avait signé quelques documents parce qu'il n'arrêtait pas de lui dire que tout le monde était déjà d'accord. Tout le monde, y compris moi soi-disant. Ils ont dit que j'étais trop occupé pour m'impliquer, mais que je soutenais le projet financièrement. C'est là que j'ai compris pourquoi mon nom était apparu dans la demande de refinancement. Publiquement, je n'étais pas assez de la famille pour franchir la porte la veille de Noël. Financièrement, j'étais assez de la famille pour consolider un prêt. J'ai demandé à ma mère si elle voulait transférer la ferme. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, non, pas comme ça. Ton grand-père a planté les premiers arbres de ses propres mains. Je ne veux pas la perdre. J'ai demandé quelle était la position de mon père. Elle a soupiré et a dit, il pense que ton frère s'y connaît mieux en affaires. Ça m'a presque fait rire. Mon frère savait comment emprunter de l'argent et appelait ça de l'ambition.
Il savait comment faire payer ses risques aux autres, mais les affaires exigent de la responsabilité. J'ai demandé à ma mère de m'envoyer des photos de chaque papier qu'elle avait. Les images sont arrivées floues d'abord, puis plus nettes. Un accord de gestion, une ébauche de procuration, une autorisation de refinancement, et un document faisant référence à une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler, North Lantern Holdings. J'ai cherché le nom pendant qu'elle était encore au téléphone. La LLC avait été créée 6 semaines plus tôt. Agent enregistré, la femme de mon frère. Adresse postale, leur maison. Ils n'étaient pas en train de transférer la ferme dans une entreprise familiale. Ils la transféraient sous leur propre contrôle. J'ai continué à creuser. Les registres publics ne montraient encore aucun transfert, mais il y avait une demande de privilège en attente. L'évaluation d'un courtier avait été demandée. Dans un ancien email transféré, la femme de mon frère avait écrit « Une fois le refinancement de la ferme approuvé, nous pourrons avancer vite. » Tout était là. Ils n'essayaient pas de sauver Caldwell Pin Farm. Ils essayaient de s'en servir comme d'un tremplin. Emprunter dessus, acheter la maison sur le lac de leurs rêves, peut-être louer les chalets sous leur propre société, et laisser mes parents assumer les risques. J'ai dit à ma mère de ne rien signer d'autre. Je lui ai dit de ne pas les prévenir. Juste d'attendre. Quand j'ai raccroché, je suis resté assise en silence pendant un long moment. Ensuite, j'ai ouvert le dossier « Preuve » et j'ai ajouté un nouveau sous-dossier appelé « Ferme ». La douleur était toujours là, mais quelque chose de plus aigu s'y était ajouté. Un but. J'avais fini de mendier une place à leur table. La prochaine fois que je retournerai au Michigan, ce ne serait pas pour le dîner de Noël. Ce serait pour l'épreuve. 2 semaines plus tard, j'ai refait la route jusqu'à Traverse City sous un ciel bleu et dégagé. Pas de tempête de neige, pas de cadeaux, pas de tarte, pas de petit espoir dans la poitrine suppliant d'être nourri. Juste moi, mon téléphone, un dossier de documents imprimés et un calme qui semblait presque dangereux. Je me suis garé au bout de l'allée. La ferme semblait identique de l'extérieur. Des rangées de sapins de Noël se dressaient sous des plaques de vieille neige. Les chalets se trouvaient derrière, calmes et rustiques, avec de la fumée s'échappant d'une cheminée, là où des locataires profitaient probablement du paisible week-end d'hiver que ma famille essayait de vendre dans le dos de ma mère. J'ai frappé une fois. Mon frère a ouvert la porte. Pendant une seconde, son visage a fait le calcul. Pas de tempête, pas de cadeau, pas d'excuses. Il s'est forcé à sourire et a dit « Eh bien, regarde qui s'est enfin décidé à passer. » Je ne lui ai pas rendu son sourire. J'ai dit « J'ai besoin de parler à maman. » Sa femme est apparue derrière lui presque instantanément, comme si elle s'était tenue assez près pour écouter. Elle a dit que ma mère se reposait. J'ai dit « Alors elle peut me le dire elle-même. » Ils ont échangé un regard rapide. Ce minuscule éclair de panique que les gens ont quand la personne qu'ils avaient l'habitude de contrôler cesse de suivre le scénario. Mon frère s'est écarté. Mon père était dans le salon, assis dans son fauteuil inclinable, la télé en sourdine. Il m'a regardé, puis a détourné le regard. Cela m'en disait plus que n'importe quelles excuses ne pourraient le faire. Ma mère était sur le canapé, une couverture sur les genoux. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont remplis de soulagement et de honte. Je me suis assise en face d'elle et j'ai posé les papiers sur la table basse. J'ai gardé une voix douce parce que cette partie-là était pour elle. J'ai demandé, avais-tu compris que ces documents pouvaient transférer le contrôle de la ferme à North Lantern Holdings? Elle a regardé les papiers, puis moi. Non, a-t-elle dit. Ils m'ont dit que c'était pour des réparations et les impôts. J'ai demandé, savais-tu que North Lantern Holdings est enregistré à son nom à elle? Le visage de ma mère a changé au moment où la vérité l'a frappé. Mon frère s'est avancé et a dit, c'est ridicule. Tu déformes les choses. Sa femme a ajouté, nous aidions. Il fallait bien que quelqu'un soit responsable puisque tu t'es enfui à Minneapolis et que tu ne te montres que quand tu veux de l'attention. Je l'ai regardée attentivement. Elle avait toujours été soignée, de cette façon tranchante. Le genre de personne qui faisait passer la cruauté pour de l'organisation. J'ai dit, je me suis montré la veille de Noël. Vous m'avez laissé dehors. Elle a levé les yeux au ciel. Tu n'étais pas invité. Ce n'est pas la même chose. Mon père a fini par prendre la parole. Tessa, ce n'est peut-être pas le moment. Je me suis tourné vers lui. Quand serait-ce le bon moment, papa?
Avant ou après que mon nom ait été utilisé sur une demande de prêt que je n'ai jamais signée. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La femme de mon frère a dit, ton nom n'a été inscrit que parce que tu avais toujours aidé avec la ferme. Ça ne veut rien dire. J'ai posé l'email de la banque à plat sur la table. Ça veut dire quelque chose quand un prêteur pense que je me porte garante d'une dette. Ça veut dire quelque chose quand maman signe des papiers qu'elle ne comprend pas. Ça veut dire quelque chose quand une LLC enregistrée à ton nom commence à apparaître autour d'une propriété qui ne t'appartient pas. Mon frère s'est emporté. Tu te crois tellement intelligente parce que tu travailles dans une coopérative de crédit. J'ai dit, non, je suis intelligente parce que j'ai enfin cessé de faire confiance à des gens qui ne m'appellent que lorsqu'ils ont besoin d'argent. Sa femme s'est interposée devant lui. Tu voulais qu'on ait besoin de toi, a-t-elle dit. Tu aimais jouer les héroïnes. Maintenant, tu es en colère parce que nous avons passé un Noël sans toi. J'ai ri un coup. Vous n'avez pas passé Noël sans moi. Vous avez passé un Noël payé par moi. Les courses étaient sur ma carte. Le propane était à moi. L'assurance qui protège ces chalets était la mienne. Le camion dans l'allée est en retard de paiement parce que j'ai arrêté de couvrir la différence. Alors ne prétendez pas que vous m'avez exclu parce que je faisais des drames. Vous m'avez exclu parce que vous pensiez que je continuerais à payer après que vous avez clairement fait comprendre que je n'étais pas de la famille. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père fixait la moquette. Mon frère avait l'air gêné, mais pas désolé. C'est sa femme qui a fini par perdre le contrôle. Son visage est devenu rouge et elle a dit, très bien. Tu veux la vérité? Tu n'as jamais été la fille que tout le monde aimait. Tu étais le compte en banque qu'on appelait quand les choses devenaient chères. La pièce est devenue silencieuse. Même mon frère l'a regardée comme si elle était allée trop loin, mais il n'a pas nié. C'était la partie qui comptait. J'ai regardé mon téléphone posé face vers le haut sur la table basse, en train d'enregistrer, le chronomètre rouge défilant. Avant d'entrer, j'avais clairement dit que j'enregistrerais la conversation pour ma propre protection. Ils avaient été trop arrogants pour s'en soucier. J'ai arrêté l'enregistrement et je me suis levé. Ma voix était assurée. Bien. Alors, à partir de maintenant, ce compte est définitivement fermé. Mon frère a demandé ce que c'était censé vouloir dire. J'ai rassemblé mes papiers et je les ai regardés un par un. Ça veut dire que la matinée de lundi va être très chargée. Puis, je suis sorti par la même porte d'entrée qui m'avait été fermée au nez la veille de Noël. Cette fois, je ne partais pas les mains vides. Lundi matin, je n'ai rien posté sur Internet. Je n'ai pas envoyé de texto en colère ou appelé des proches pour raconter ma version des faits. Les gens comme mon frère et sa femme s'attendent à des réactions émotionnelles, parce que les réactions émotionnelles sont faciles à rejeter, folles, amères, jalouses, dramatiques. Je leur ai donné de la paperasse à la place. À 8h15, j'ai envoyé une lettre de contestation officielle à la Banque du Michigan qui s'occupait de la demande de refinancement. J'ai expliqué que mon nom avait été utilisé comme garant financier sans autorisation. J'ai joint une pièce d'identité, d'ancien historique de paiement, et une déclaration claire stipulant qu'un soutien volontaire n'équivalait pas à un consentement à une dette. J'ai demandé un examen interne pour fraude et exigé qu'aucun prêt lié à Caldwell Pin Farm and Winter Cabin n'avance avant que toutes les signatures ne soient vérifiées. À 9h30, j'ai appelé une avocate du Michigan spécialisée dans l'exploitation financière des personnes âgées et les litiges immobiliers. Elle s'appelait Marlene Price, et sa voix donnait l'impression que la panique était inutile. Je lui ai tout envoyé, le dossier de création de la LLC, les photos de ma mère, l'avis de refinancement, l'enregistrement du salon, le texto de mon père, les historiques de paiement, le message vocal où la femme de mon frère me suppliait de ne pas arrêter les paiements. Marlène a écouté, a posé 3 questions précises et a dit, ce n'est pas juste un conflit familial. C'est un schéma récurrent. À midi, elle avait un plan. Geler toute transaction impliquant la ferme jusqu'à ce que le tribunal puisse examiner si ma mère avait été mise sous pression ou induite en erreur. Révoquer toute autorité en attente que mon frère ou sa femme prétendait avoir. Informer la compagnie d'assurance et les prêteurs que la propriété et les autorisations étaient contestées. Séparer complètement mes finances des leurs. Cette dernière partie m'a fait l'effet de couper une corde que je portais depuis des années. J'ai contacté l'entreprise liée au prêt du camion de mon frère et j'ai confirmé que je n'étais pas co-emprunteuse, seulement la personne qui effectuait des paiements supplémentaires. Ceux-ci ont définitivement cessé.
J'ai contacté l'organisme de prêt de la ligne de crédit et j'ai soumis des preuves que l'accord initial m'avait été présenté sous un faux jour. On m'avait dit qu'il s'agissait d'un fonds de réparation à court terme. Au lieu de cela, ils avaient conservé un solde débiteur pendant près de 2 ans tout en utilisant mes paiements pour garder le compte actif. Le prêteur n'a pas pu tout effacer du jour au lendemain, mais ils ont retiré mon mode de paiement et ont signalé le compte pour examen. J'ai également appelé l'entrepreneur en déneigement et la compagnie d'assurance des chalets. Je suis resté poli. J'ai dit que les propriétaires devaient mettre à jour eux-mêmes leurs informations de facturation directement. En l'espace de 48 heures, le petit monde que mon frère et sa femme avaient construit sur mes paiements silencieux a commencé à trembler. La banque a gelé la demande de refinancement. La compagnie d'assurance a exigé une vérification de la propriété et des paiements. La ligne de crédit est passée en souffrance parce qu'ils pensaient que je finirais par céder. Le paiement du prêt du camion a été refusé. La maison sur le lac qu'ils essayaient d'acheter a soudainement nécessité une preuve de fonds qu'ils n'avaient pas. Mon frère m'a appelé 13 fois en une seule journée. Sa femme a appelé depuis des numéros masqués. Mon père a laissé un message vocal disant que j'humiliais la famille. Ça m'a presque mise assez en colère pour rappeler. Ils m'avaient humilié dans la neige. Ils avaient utilisé mon nom sans permission. Ils avaient poussé ma mère à céder le contrôle d'une propriété qu'elle ne comprenait pas. Ce qu'ils appelaient de l'humiliation n'était qu'une simple mise à nu. Une semaine plus tard, Marlène a déposé une demande d'audience d'urgence. Ma mère a accepté de faire une déclaration. Ça m'a surprise. Je pensais que la peur la ferait battre en retraite comme toujours. Mais la nuit précédant la signature de sa déclaration sous serment, elle m'a dit « J'ai laissé trop de choses se produire parce que je voulais que tout le monde s'entende. Je ne peux pas continuer à appeler ça la paix. » Mon père ne l'a pas bien pris. Il a appelé et a dit que je montais ma mère contre lui. Je lui ai dit que la vérité le faisait très bien sans mon aide. Il a dit que mon frère avait fait des erreurs, mais qu'il ne méritait pas de tout perdre. J'ai dit, « Papa, j'ai conduit 6 heures à travers une tempête et tu m'as laissé dehors comme si je n'étais rien. Ensuite, tu as fait des blagues là-dessus. Tu n'as pas à me faire la morale sur ce que les gens méritent. » Pour une fois, il n'avait aucune belle phrase toute faite derrière laquelle se cacher. Avant l'audience, la femme de mon frère a tenté un dernier coup. Elle a envoyé un long message dans la discussion de groupe familial, disant que j'étais instable et amer, et que j'essayais de punir tout le monde parce que je m'étais senti exclu à Noël. Elle a oublié que plusieurs cousins étaient encore dans cette discussion. L'un d'eux a demandé si c'était lié aux documents de la ferme que ma mère ne comprenait pas. Un autre a demandé s'ils avaient vraiment utilisé mon nom pour un prêt. Puis quelqu'un d'autre a demandé pourquoi North Lantern Holdings s'était enregistré à son nom à elle, et non à celui de mes parents. La discussion est devenue silencieuse. Pour la première fois, elle ne pouvait plus contrôler l'audience. Ensuite est arrivé son message vocal. Pas d'agressivité cette fois-ci, juste de la peur. « Tessa, s'il te plaît. Nous risquons de perdre la compte de la maison sur le lac. Derek ne dort plus. Ton père est furieux. Ça va trop loin. Je t'en prie, appelle-moi. Je l'ai sauvegardé dans le dossier, preuve, et je n'ai pas rappelé. » À ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. Les personnes qui s'appuient sur votre silence vous qualifieront toujours de cruel quand vous vous exprimerez enfin par le biais des conséquences. L'audience a duré moins d'1 heure, mais elle a changé le visage de ma famille pour toujours. Mon frère est arrivé avec une chemise froissée, l'air de n'avoir pas dormi. Sa femme est arrivée habillée comme pour assister à une réunion d'affaires, tenant un dossier et affichant cette expression contrôlée qu'elle utilisait chaque fois qu'elle s'attendait à ce que le monde se plie à sa version des faits. Mon père était assis derrière eux. Ma mère était assise à côté de moi. Elle avait l'air nerveuse, mais pas faible. Marlène a présenté l'affaire calmement. Pas d'insultes, pas de discours dramatiques, juste des faits. Ma mère avait signé des documents qu'elle ne comprenait pas complètement. Une LLC liée à la femme de mon frère était apparue dans les papiers de la ferme. Mon nom avait été inscrit dans une procédure de refinancement sans mon accord. Des paiements que j'avais effectués volontairement avaient été utilisés pour donner l'impression que je soutenais un plan financier que je n'avais jamais vu. Ensuite, Marlène a fait écouter l'enregistrement du salon. La voix de la femme de mon frère a rempli la salle d'audience. Tu n'as jamais été la fille que tout le monde aimait. Tu étais le compte en banque qu'on appelait quand les choses devenaient chères. L'entendre ici, dans cette pièce silencieuse et face à un juge qui écoutait, c'était différent.
La cruauté semblait plus insignifiante que ce à quoi je m'attendais. Pas puissante. Pas intelligente, juste laide. Mon frère baissait les yeux vers la table. Mon père a fermé les yeux. Sa femme a pâli. Le juge a temporairement gelé toute action impliquant Caldwell Pin Farm and Winter Cabin. Il a ordonné un examen de la demande de refinancement et de tous les documents que ma mère avait signés. Il a reconnu le droit de ma mère de révoquer toute autorité qu'elle avait donnée sous la pression ou suite à un malentendu. La banque a par la suite retiré mon nom de la demande et a ouvert sa propre enquête pour savoir comment il était arrivé là. Le transfert vers la LLC est mort avant même de pouvoir devenir officiel. L'achat de la maison sur le lac s'est effondré le premier. Mon frère et sa femme ont perdu leur acompte car ils ne pouvaient pas obtenir le financement. Ensuite, la ligne de crédit est arrivée à échéance sous des conditions auxquelles ils ne pouvaient plus se soustraire. Sans moi pour combler les trous, le paiement de leur camion a pris du retard. Ils l'ont vendu 3 mois plus tard. L'assurance des chalets a dû être refaite sous le contrôle direct de mes parents. Et lorsque l'assureur a examiné le désordre causé par la tentative de refinancement, la prime a augmenté. Mon frère m'en a tenu responsable, ça aussi. Mais rejeter la faute ne payait pas les factures. Sa femme a perdu bien plus que de l'argent. Elle a perdu l'image qu'elle avait peaufinée pendant des années. Dans une ville comme Traverse City, les gens n'ont pas besoin de connaître toute l'histoire. Ils ont seulement besoin d'entendre que quelqu'un a essayé de transférer une propriété familiale dans sa propre entreprise, pendant qu'une femme âgée affirmait ne pas comprendre les papiers. Elle a arrêté de poster des photos de vacances parfaites. Elle a arrêté d'organiser les événements familiaux. Elle a arrêté d'utiliser le mot « responsable » comme s'il lui appartenait. Mon frère a dû accepter un vrai travail à la ferme, pas le genre de travail fictif où il tenait un porte-bloc et parlait des projets d'avenir. Il nettoyait les chalets, gérait les réservations, déneigeait, réparait les clôtures et apprenait à quel point une entreprise familiale pèse lourd quand personne d'autre ne paie en secret pour la maintenir sur pied. Mon père a fait face à une conséquence différente. Il n'a pas perdu une maison ou un camion. Il a perdu son autorité. Ma mère a ouvert des comptes séparés, embauché un comptable indépendant, et lui a dit qu'aucune décision majeure concernant la ferme ne serait prise sans qu'elle n'ait lu chaque page elle-même. La première fois qu'elle a dit ça devant moi, il a eu l'air blessé. Je ne l'ai pas réconforté. Certaines blessures ne sont que le sentiment de vos propres choix qui reviennent vous hanter. Quant à ma mère, notre relation n'est pas devenue magiquement parfaite. La vraie guérison, ce n'est pas une simple excuse réparant 10 ans de tort, mais elle a essayé. Elle m'a appelé sans me demander d'argent. Elle m'a posé des questions sur mes cours de cuisine. Elle s'est souvenue du plan de romarin sur le rebord de la fenêtre de ma cuisine et a demandé si June était toujours en vie. Je l'ai aidée, moi aussi, mais différemment. Je n'envoyais plus d'argent au hasard dans un trou noir. Je l'ai aidée à embaucher un comptable. Je l'ai aidée à ouvrir des comptes séparés pour la ferme. J'ai payé directement un entrepreneur agréé pour réparer le système de chauffage dans 2 chalets, avec une facture, un contrat et l'accord écrit de ma mère. Fixer des limites ne m'a pas rendu moins aimante. Cela a rendu mon amour plus sûr. Le Noël suivant, Caldwell Pin Farm était toujours debout. Les chalets étaient réservés. Le marché aux sapins a ouvert à temps. Ma mère et moi nous tenions près du portail d'entrée un soir pendant que des familles se promenaient entre les rangées, choisissant des sapins et tenant des tasses de cidre chaud. La neige tombait légèrement, du genre douce cette fois. Elle m'a regardé et a dit, « Avant, je pensais que la paix signifiait de garder tout le monde heureux. Maintenant, je pense que la paix signifie ne pas se trahir soi-même pour éviter la colère de quelqu'un d'autre. » J'ai hoché la tête, car j'avais appris la même leçon à mes dépens. Je n'ai jamais reçu de véritables excuses de mon frère ou de sa femme. Mon père a fini par dire qu'il regrettait le texto, mais le regret n'est pas la même chose qu'une réparation. Étrangement, j'ai cessé d'en avoir besoin. La victoire n'était pas qu'ils aient souffert. La victoire était que j'ai cessé de me porter volontaire pour souffrir avec eux. La famille peut être une chose magnifique, mais la famille sans le respect devient une dette que vous ne pourrez jamais finir de payer. Aider les personnes que l'on aime n'est pas une mauvaise chose. Être généreux n'est pas une mauvaise chose. Mais quand votre gentillesse devient une attente, quand votre argent devient votre seule valeur et quand votre silence est exigé pour que tout le monde reste à l'aise, ce n'est plus de l'amour. C'est du contrôle. L'éducation, ce n'est pas seulement ce qu'on apprend à l'école. Parfois,
Les connaissances les plus précieuses viennent du moment où la vie nous force à nous demander pourquoi nous continuons à donner à des gens qui ne nous ouvriraient même pas la porte pendant une tempête. Les limites ne sont pas de la cruauté. Ce sont des instructions sur la façon dont votre cœur, votre temps et votre avenir doivent être traités. J'ai conduit 6 heures à travers une tempête de neige, espérant être accueilli par ma famille. Au lieu de cela, j'ai découvert exactement quelle était ma place, et en m'éloignant de cette porte, je suis enfin revenu dans ma propre vie. L'équipe derrière Revenge Broken Trust travaille dur pour créer des histoires significatives, émouvantes et bien ficelées qui laissent au spectateur une matière précieuse à réflexion. Il s'agit d'une histoire fictive créée à des fins éducatives, visant à partager des leçons de vie utiles à travers une narration dramatique et captivante. Le choix de Tessa n'était pas une question de cruauté, mais plutôt une façon de protéger enfin sa paix, sa dignité et la vie qu'elle a travaillé si dur à construire. Elle n'a pas détruit sa famille. Elle a simplement cessé de financer des gens qui refusaient de la respecter. Si vous étiez à la place de Tessa, auriez-vous réagi de la même manière ou leur auriez-vous donné une chance de plus ?